Bonjour à tous et merci de vous être connectés nombreux pour ce webinaire. Comptons près de 1500 inscrits. L'objet du webinaire est avant tout pédagogique. Et il vise à vous présenter les textes dits de niveau 2 qui sont actuellement en consultation au sein de l'autorité bancaire européenne. Effectivement, le paquet AML qui a été voté l'an dernier comporte la 6e directive anti-blanchiment, un règlement d'application directe, un règlement qui crée la nouvelle autorité, l'AMLA, mais il annonce également une soixantaine de textes d'application qui s'imposeront, pas sur du droit souple. Il est donc essentiel pour tout le monde de bien comprendre les projets, pouvoir contribuer utilement à la consultation et, si possible, de contribuer de façon coordonnée avec vos homologues européens. Une fois que les textes seront adoptés, évidemment, ce sera trop tard pour commenter. La CPR a beaucoup contribué à la rédaction de ces projets avec l'autorité bancaire européenne et avec les autres autorités nationales. Heu, Nous avons passé, les collègues qui sont ici, probablement plus de 200 heures de réunion, avec les collègues, européens. Ce webinaire va être animé par les collègues qui ont participé directement aux travaux. Le contexte général vous sera présenté par Émilie Bailly de la direction des affaires juridiques, le RTS sur l'article 40, donc l'évaluation des risques, par Morgane Mahé de la direction LCBFT, le RTS sur l'article 12, donc la sélection des entités qui seront en supervision directe par l'AMLA, par Stéphane Maillot de la direction LCBFT, le RTS sur la connaissance de la clientèle par Simon Coquet-Béard de la direction LCBFT aussi, et puis le RTS sur les sanctions par Henriette Richard de la direction des affaires juridiques. Le webinaire durera à peu près 1 heure. Les slides qui seront diffusés et le replay de ce webinaire seront transmis à l'issue du webinaire. Et puis nous gardons une dizaine de minutes de questions-réponses à la fin. Mais évidemment, vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions en utilisant le module en bas à droite de questions-réponses. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et puis Émilie, tu as la parole. Merci beaucoup Jean-Christophe. On va commencer par quelques éléments de contexte très généraux pour replacer un peu ce que sont les RTS dans notre corpus juridique européen et national. Et donc revenir en quelques mots sur la hiérarchie des normes dans le droit de l'Union européenne qui assure toutes les normes, que toutes les normes respectent un cadre juridique cohérent et qui garantit la primauté du droit européen sur le droit national. Et donc, au sommet de cette hiérarchie des normes se trouve le droit primaire, c'est-à-dire les traités de l'Union européenne, et puis les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l'Union européenne qui sont en grande partie tirés de la jurisprudence de la CJUE ou de la CEDH. Vient ensuite le droit européen dérivé, c'est-à-dire les actes législatifs qui sont pris par les institutions européennes dans l'exercice des compétences prévues par ces traités. Le droit européen dérivé est très divers dans sa portée juridique, hein, qui varie énormément. Classiquement, on distingue les actes contraignants des actes non contraignants. Parmi les actes contraignants, il y a le règlement européen qui est applicable directement dans tous les États membres. Les directives qui fixent des objectifs à atteindre par les États membres, mais qui laissent à ces États le choix des moyens pour parvenir à ces résultats. Ça suppose donc que les législateurs nationaux adoptent des actes de transposition en droit interne. Et puis viennent ensuite ce qui est convenu d'appeler les textes de niveau 2, donc ces fameuses normes techniques de réglementation, les RTS, dont on va vous parler beaucoup aujourd'hui, et les normes techniques d'exécution, ITS. Donc tous deux s'inscrivent dans la hiérarchie des normes comme des instruments juridiques qui sont contraignants. Les RTS sont élaborés par les autorités européennes de supervision et sont ensuite soumises à la Commission européenne pour approbation et adoption. Donc ces normes, elles sont essentielles pour assurer une mise en œuvre harmonisée et cohérente des régulations au sein de l'Union européenne. Et une fois adoptées, elles sont d'application directe dans tous les États membres de l'Union européenne, donc comme des règlements européens classiques. Et enfin, arrivent tout en bas de cette hiérarchie des normes, les actes non contraignants, qui ne créent pas d'obligation juridique, mais qui expriment la position des institutions sur un problème donné. Et donc, ce sont les orientations, les recommandations, ce qu'on appelle assez habituellement les textes de niveau 3.
Dans le nouveau corpus réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, qu'on va appeler paquet ML6 par la suite, et qui a été publié le 19 juin 2024. Donc évidemment, les 3 textes qui composent ce nouveau corpus appartiennent à la catégorie du droit européen dérivé contraignant. On a une directive qui devra faire l'objet d'une transposition et 2 règlements, l'un qui instaure l'autorité qu'on appellera l'AMLA, et puis l'autre qui rappelle le droit LCBFT qui devra s'appliquer. Et tous deux, donc ces 2 règlements seront d'application immédiate à partir de juillet 2027. Et donc pour en revenir, pour aborder plus particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'article 6 du règlement qui instaure l'AMLA prévoit que cette autorité pourra disposer des pouvoirs d'élaborer donc des textes de niveau 2 et des textes de niveau 3, donc des projets de normes techniques de réglementation dont les modalités d'élaboration sont définies à l'article 49, des ITS, donc des normes techniques d'exécution, dont les modalités d'élaboration sont fixées à l'article 53 du règlement. Et l'AMLA pourrait également émettre des orientations et recommandations. Donc là, les modalités sont prévues par l'article 54. Et donc, le paquet ML6, je l'ai déjà dit, donc prévoit le recours à ces textes de niveau 2 et de niveau 3. Et il y en a un grand nombre en réalité, puisque pour la préparation de ce webinaire, je me suis amusée à les recompter. Donc, AMLAR prévoit, donc AMLAR, c'est le règlement qui instaure l'autorité dans nos acronymes, seulement 2 RTS, le règlement AML en prévoit 4 et la directive 7. Les orientations, il y en a encore plus. Il y a 11 orientations prévues dans le règlement AML et 7 dans AMLD, donc la directive. Et pour en revenir au RTS qui nous intéresse aujourd'hui, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que compte tenu du nombre de textes de niveau 2 et de niveau 3 qui sont envisagés par le paquet AML, et du délai qui est prévu pour que ces textes soient adoptés par la Commission, sachant que donc, la plupart des RTS qui sont prévus par le paquet AMLA doivent être soumis à la Commission européenne au plus tard le 10 juillet 2026. Et compte tenu de ces délais très courts et du nombre de RTS, il a été prévu que l'EBA, il a été demandé plutôt à l'EBA de commencer à travailler en amont de phase pour élaborer certains de ces textes. Et donc, les services de la Commission ont identifié les thématiques prioritaires et ont demandé à l'EBA de commencer à travailler. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'EBA a lancé des groupes de travail auxquels, donc, Jean-Christophe l'a dit, les agents de la CPR ont activement contribué. Et on a abouti à donc 4 documents qui vous ont été soumis donc dans le cadre d'une consultation publique qui se déroulera donc jusqu'au 6 juin 2025. Le processus de consultation est donc déjà bien engagé. Je crois qu'il y a une consultation, une audition publique virtuelle qui aura lieu demain. Vous aviez jusqu'à hier pour vous inscrire. Je crois que certains d'entre vous y seront et nous en sommes ravis parce qu'il est important de faire valoir vos voix. Et je m'arrête là pour laisser la parole à ceux qui vont vous parler plus en détail de ces RTS. Merci Émilie. Effectivement, nous allons vous présenter les 4 projets de RTS qui sont en cours de consultation publique. Et nous allons tout d'abord faire un préambule à cette présentation. En effet, l'ensemble des éléments qui vous sont présentés aujourd'hui sont valables à date de ce webinaire, donc au 9 avril, étant précisé que seules les versions finales, celles qui auront été approuvées par la Commission européenne, feront foi. Ainsi, certaines modifications par rapport à ce qui aura été présenté pourront être
certaines modifications pourront être apportées au projet présenté. Je vous propose tout d'abord qu'on aborde le premier RTS de cette consultation publique, qui est le RTS prévu par l'article 40 de la 6e directive relatif à l'évaluation du profil de risque de BCFT des établissements financiers supervisés. En effet, la 6e directive prévoit que les autorités nationales compétentes mettent en place une surveillance fondée sur les risques. Pour ce faire, elle doit aligner cette surveillance au regard du profil de risque présenté par les établissements qu'elle supervise. Ainsi, cet article prévoit qu'une norme technique de réglementation, donc un RTS, puisse élaborer la méthodologie mise en place. Ce projet actuel prévoit une évaluation qui est basée sur une méthodologie européenne commune à l'ensemble des autorités de supervision et qui repose sur une collecte de données harmonisée pour l'intégralité des établissements. Cette évaluation, elle se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, l'évaluation du risque inhérent, c'est-à-dire le risque intrinsèque présenté par chaque établissement du fait de son existence. De là, 4 catégories de données seront collectées et évaluées. Des données relatives à la clientèle, aux produits et services proposés, à la géographie et enfin aux canaux de distribution employés par l'établissement. Ce risque inhérent sera évalué selon une note allant de 1 à 4. La seconde étape de l'évaluation du profil de risque de BCFT des établissements, c'est l'évaluation de la qualité des contrôles. Par contrôle, on entend la qualité du dispositif de l'établissement. Et pour ce faire, une évaluation est actuellement prévue en 2 temps. Tout d'abord, une collecte de données sur 4 types de catégories. La gouvernance, l'évaluation des risques, les procédures, étant précisé que procédure est un terme très large pour couvrir autant la connaissance clientèle que la surveillance des transactions ou bien la pratique déclarative. Et enfin, une dernière catégorie relative à l'approche groupe. La qualité des contrôles fera également l'objet d'un ajustement en termes d'évaluation au regard des conclusions des activités de supervision que nous pourrons conduire en tant qu'autorité nationale compétente ou de rapports d'audit qui auront pu nous être communiqués. Évaluation du risque inhérent, puis évaluation de la qualité des contrôles nous permettront d'avoir une évaluation du risque résiduel, c'est-à-dire le résultat de la contribution du dispositif de contrôle en matière de LCBFT à la réduction ou non du risque inhérent présenté par chacun des établissements. Alors, ce projet de RTS, qu'est-ce qu'il modifie finalement pour les établissements français ? Tout d'abord, nous allons avoir une collecte harmonisée de données pour l'intégralité des établissements au sein de l'Union européenne. S'agissant du risque inhérent, comme vous pourrez le constater dans le document de consultation publique, pour la partie produits et services, la collecte de données pourra être plus ou moins importante au regard de l'activité exercée par l'établissement. En effet, un établissement qui a une activité très diversifiée, proposant beaucoup de produits et services différents, devra soumettre plus de données qu'un établissement exerçant une activité unique. S'agissant des contrôles, les données seront attendues pour l'ensemble des établissements supervisés et cela sans qu'il n'y ait de distinction d'activité. Ainsi, la conséquence principale de cette collecte de données harmonisée est qu'il faut prévoir une collecte plus importante qu'actuellement pour certains établissements, notamment pour les populations qui étaient concernées actuellement par les versions allégées du questionnaire de lutte anti-blanchiment, donc le QLB. Concernant les données collectées sont précisées dans l'annexe du RTS que nous vous invitons à aller évidemment consulter. Et vous pourrez constater plusieurs choses. Tout d'abord, certaines données sont approchantes des données que nous collectons actuellement dans le QLB. À la différence notoire néanmoins que les données collectées actuellement dans le QLB sont des données plutôt qualitatives, des réponses oui, non, non applicables, accompagnées ou non de commentaires. Tandis que les données attendues au titre de ce RTS sont des données statistiques et quantitatives. Vous constaterez également que des données sont totalement nouvelles par rapport à ce que nous collectons actuellement. Nous attirons votre attention notamment pour les données relatives au risque géographique pour le risque inhérent, puisque des données ventilées par pays pourront être attendues au regard du projet du RTS et certaines données relatives à de nouveaux produits et services pourront être demandées. Nous pensons notamment aux données relatives aux IBAN virtuels.
Pour vous accompagner à la compréhension de ces données, le RTS dans sa version définitive devrait être accompagné d'une note interprétative afin que l'intégralité des établissements puissent avoir une compréhension de l'ensemble des données demandées. Il faut y voir en miroir le guide méthodologique du QLB que nous avons actuellement et qui a pu permettre à un bon nombre d'établissements de mieux comprendre les données collectées. Enfin, une dernière évolution majeure concernant les établissements que nous supervisons, c'est la fréquence de collecte de ces données. Le projet actuel du RTS prévoit une collecte annuelle ou triennale selon une approche par les risques. La remise triennale sera attendue pour les établissements selon, encore une fois, le projet de RTS pour des établissements ayant moins de 5 ETP ou bien qui exercent uniquement une activité strictement visée par le RTS, notamment certaines activités d'assurance vie ou d'investissement, ou bien d'intermédiaires d'assurance. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que cette collecte de données ne vise qu'à la cotation automatique du profil de risque des établissements financiers et que ce n'est pas exclusif de la collecte d'autres données qu'on pourrait être conduit à mener afin de pouvoir exercer nos activités de supervision. Je laisse désormais la parole à Stéphane après ce premier panorama sur l'évaluation du profil de risque. Bonjour à tous. Donc merci Morgane. Quelques éléments sur un RTS qui est étroitement lié au précédent, qui est donc celui prévu par l'article 12, paragraphe 7 du règlement sur l'AMLA, et qui est donc essentiel pour identifier les entités qui seront sous la supervision directe de cette nouvelle autorité européenne. Donc il y aura une quarantaine d'établissements ou de groupes qui seront supervisés directement par l'AMLA. La sélection porte sur 2 critères. Je commencerai par le deuxième qui est indiqué sur ce diapositive, c'est-à-dire la présence d'au moins 6 États membres, y compris l'État membre d'origine, au travers non seulement de la liberté d'établissement, qui peut être des succursales, des réseaux d'agents, mais aussi, et c'est une nouveauté, de prendre en considération de manière plus marquée la libre prestation de services. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à prêter attention à ce point, puisque cette éligibilité à la supervision directe par l'activité dans 6 États membres va aussi déterminer le champ de la contribution financière, donc une sorte de redevance qui sera due pour financer l'AMLA. Donc même des entités qui ne sont pas sous supervision directe, mais qui sont éligibles à la supervision directe à cause de cette activité, pourraient être concernées. D'où l'importance de ce que vous verrez à la fin de ce slide, des critères en question, notamment pour la libre prestation de services. Ensuite, le deuxième critère fixé par le règlement, c'est un profil de risque élevé. Donc, s'agissant d'élaborer, d'évaluer ce niveau de risque, la méthodologie est à peu près la même que celle que Morgane vient de vous présenter. Donc, la même approche en plusieurs étapes. Alors, il peut y avoir quelques nuances qui visent à assurer la plus grande harmonisation possible dans l'approche d'évaluation, notamment sur l'ampleur des ajustements qui peuvent être apportés au vu du jugement des superviseurs. Une précision aussi s'agissant de l'évaluation des groupes. Comme je l'ai dit, la sélection ne porte pas nécessairement sur des entités individuelles, mais sur l'ensemble d'un groupe. Donc c'est bien le groupe entier qui va faire l'objet d'une évaluation. Pour ce faire, le projet prévoit de se reposer sur l'évaluation de risque individuelle, c'est dont on vient de parler, et d'agréger, selon une certaine formule, les notes individuelles pour aboutir à une note de groupe. Et l'idée est quand même de donner davantage d'importance à la fois aux entités qui sont à risque plus élevé, qui vont davantage influencer la note du groupe, et aussi à certaines notions de taille.
Donc, ce ne sera pas simplement une moyenne arithmétique de l'ensemble des entités du groupe, mais bien une formule qui va prendre en compte à la fois le niveau de risque et aussi la taille pour surpondérer en quelque sorte ces deux éléments. Okay. Un point donc aussi important, c'est cette détermination, comme je le disais au début, des critères d'activité minimale que doit exercer un établissement en libre prestation de services pour être considéré comme actif dans un État membre. Encore une fois, ça va déterminer si une entité est présente dans 6 États membres. Il y a deux critères qui sont proposés et qui sont alternatifs. L'un, c'est celui du nombre de clients qui résident dans l'État membre qu'on considère, avec un seuil fixé à 20 000 clients établis. Donc, on a commencé à tester avec certains d'entre vous cette hypothèse. Et un point positif, c'était que tous ceux, ou presque, qu'on avait interrogés avaient cette donnée assez facilement disponible. Ensuite, un autre critère, c'est la valeur des transactions entrantes et sortantes générées par les clients de cet État membre, et donc au moins 50 millions d'euros par an. Donc ces deux critères visent à la fois potentiellement à attraper des entités, des modèles d'affaires qui ne comportent pas nécessairement beaucoup de clients. Ça peut être la banque de financement et d'investissement, par exemple, mais qui générait des flux importants. D'où l'idée de ces deux critères. Un autre critère a été envisagé, n'est pas retenu dans ce texte, c'est des actifs sous gestion. Mais on peut penser que pour avoir un certain volume d'actifs sous gestion, il faut quand même des flux entrants et sortants, et donc que cela est attrapé par ce critère. Donc voilà quelques éléments sur ces deux RTS liés, sur la méthodologie d'évaluation. On va désormais passer au RTS suivant. Je passe la parole à Simon. Bien. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Alors, on ne détaillera pas l'ensemble des points couverts par ce RTS qui a par ailleurs vocation à s'appliquer également au secteur non financier. On se limitera ici à des éléments de portée générale qui constituent des évolutions par rapport à la réglementation actuelle. Nous vous invitons donc à consulter le projet de RTS pour prendre connaissance de l'ensemble de son contenu. Le premier rapport de ce RTS que nous souhaitions souligner ici, et que vous voyez en deuxième partie de slide, c'est l'instauration d'une période transitoire pour la mise en conformité du stock client avec les obligations du nouveau cadre européen, en l'occurrence en matière de connaissance client. L'article 22.2 du RTS prévoit donc que ces dispositions seront d'application immédiate pour toute nouvelle entrée en relation, mais instaure une période transitoire de 5 ans maximum pour la mise en conformité du stock entré en relation avec les assujettis avant le 10 juillet 2027. Alors, si je dis 5 ans maximum, c'est que par l'effet des cycles d'actualisation, qui sont notamment fixés par AMLR à 1 an pour les clients en risque élevé, une partie de ce stock devra mécaniquement être mise en conformité avant ces 5 ans. Donc, il s'agit d'une date limite. Voilà, si on passe à la slide suivante, vous avez ici un tableau qui synthétise les éléments à collecter au titre de l'identification du client, avec à gauche le cadre instauré par MLR et à droite les apports du RTS. Donc, comme vous le voyez, le RTS vient apporter un ensemble de précisions et de définitions au terme du règlement et normer ce cadre. Ce que nous souhaitions souligner ici en termes d'évolution, pour les personnes physiques, le RTS vient confirmer le caractère désormais obligatoire du recueil des nationalités du client en toutes circonstances, y compris au titre de la vigilance simplifiée. C'était considéré comme une bonne pratique et c'est désormais une obligation. Par ailleurs, et ce n'est pas précisé dans la slide, mais il s'agit comme, selon les termes d'AMLR, du recueil de la nationalité ou du statut d'apatride ou de réfugié. Enfin, pour les personnes morales, le projet de RTS vient préciser la nécessité de collecter le nom commercial en complément de la dénomination et précise également les informations minimales à collecter au titre de la vigilance simplifiée. Voilà, alors si on passe à la slide suivante, un sujet qui va faire l'objet d'une évolution importante, c'est la vérification de l'identité et en particulier la vérification de l'identité du client à distance. Excite le cadre posé par le CMF que vous connaissez, le règlement AML en son article 22.6 pose une alternative à 2 branches. En face à face, présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un document d'identité ou équivalent, qui est une notion définie par le RTS.
ou le recours à un moyen d'identification électronique conforme au niveau de garantie soit substantiel, soit élevé, fixé par le règlement eIDAS. À distance, on a uniquement, dans le texte de la MLR, le recours à un moyen d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé. Et pour ce qui est de l'apport du RTS sur ce point, il convient d'abord de souligner que ce dernier réaffirme bien que le recours à un moyen d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé est la solution privilégiée et par défaut qui doit s'appliquer dans le cadre de la vérification d'identité à distance. Donc le projet de RTS ne remet pas en cause l'apport majeur du règlement AML sur ce point, mais vient toutefois y apporter une exception. Lorsqu'un moyen d'identification électronique conforme au niveau requis n'est pas disponible ou lorsqu'il ne peut raisonnablement pas être attendu qu'il le soit, les entités assujetties pourront collecter un document d'identité ou équivalent à travers une solution d'entrée en relation d'affaires à distance, obéissant à certaines caractéristiques qui sont énumérées par le RTS, que je n'ai pas précisément en tête, mais qu'elles sont toutes issues des orientations de l'ABE sur l'entrée en relation à distance actuelle. Donc on est à droit constant sur cette exception. Et il est important de souligner ici que c'est une partie du texte qui est encore susceptible d'évoluer dans la version finale, a priori plutôt dans un sens plus restrictif, puisque la portée de l'exception reste assez large ici. Mais pour faire simple, cette exception a surtout vocation à s'appliquer aux clients non résidents ou non citoyens UE, qui ne sont pas couverts par le règlement eIDAS, et au cas où aucun moyen d'identification électronique adéquat n'est techniquement disponible. Donc c'est véritablement une exception à la règle par défaut. Si on passe à la slide suivante, une nouvelle évolution par rapport au cadre actuel apporté par le règlement AML et confirmé par le projet de RTS, c'est l'impossibilité de vérifier l'identité du bénéficiaire effectif par la consultation du registre central des BE. C'est un apport du règlement AML et le projet de RTS vient confirmer que cette règle s'applique également aux situations de vigilance simplifiée. Donc à noter tout de même, comme vous le voyez sur la slide, que les moyens d'identification retenus sont tout de même assez larges, avec la notion de source fiable qui est évaluée par l'assujetti. Et pour la vigilance simplifiée, elles vont même expressément jusqu'à la simple recherche Internet. Et, autre apport que vous pouvez voir au bas de la slide et qui concerne cette fois l'identification et la vérification d'identité dans le cadre de l'utilisation d'IBAN virtuel. Dans cette situation, donc le projet de RTS vient préciser le règlement en introduisant une obligation pour l'établissement de crédit ou l'établissement financier qui met à disposition un IBAN virtuel dont il n'est pas l'émetteur, de collecter les éléments d'identification et de vérification de l'identité du client qui utilise cet IBAN afin de les mettre à disposition de l'émetteur. Donc je précise que sur le sujet des IBAN virtuels, c'est un des points sur lesquels le BA recherche les contributions tout particulièrement. Enfin, si on passe à la dernière slide, concernant la compréhension de la structure de propriété du client, le projet de RTS vient vraiment étendre le cadre actuel avec deux apports. Tout d'abord, dans les cas où la structure de propriété d'un client comprend plusieurs personnes morales ou constructions juridiques, le texte introduit une obligation de collecter la liste de toutes les personnes morales ou constructions juridiques interposées entre le client et ses bénéficiaires effectifs, et un ensemble d'informations sur chacune de ces dernières. Donc, vous les avez ici, forme sociale, existence d'associés mandataires, juridiction d'enregistrement, part de capital et droit de vote détenus par chacune, exercice d'un contrôle. Et enfin, le projet de RTS définit la notion de structure complexe. Donc la structure de propriété de contrôle est complexe lorsque deux couches ou plus existent entre le client et le bénéficiaire effectif et que l'une des conditions énumérées par le RTS est remplie, sachant que lorsqu'en présence d'une structure complexe, s'ajoute l'obligation de collecter pour les établissements un organigramme de la structure. Donc voilà pour les éléments que nous souhaitions souligner sur ce RTS. Et je termine en vous encourageant à nouveau à consulter le texte du projet dans son ensemble. Et je passe la parole à Henriette.
Alors, je vais vous présenter le projet de RTS prévu à l'article 53 de la 6e directive, donc relatif aux sanctions. Donc, contrairement au RTS précédent, ce projet de RTS s'imposera avant tout aux superviseurs. Mais tout d'abord, il convient de rappeler que l'objectif de la 6e directive en matière de sanctions, il est double. Il est d'une part de renforcer les moyens à disposition des superviseurs pour garantir le respect de la réglementation LCBFT. Et d'autre part, il est d'aboutir à une meilleure harmonisation européenne en matière de sanctions, étant donné qu'à l'heure actuelle, un même manquement commis par une même entité peut être suivi de manière assez différente en fonction de l'État membre dans lequel il est commis. Donc, pour répondre à ces deux objectifs, la 6e directive prévoit d'une part d'augmenter le plafond minimum des sanctions pécuniaires, de doter les superviseurs de du pouvoir de prononcer plus de mesures administratives et surtout de prévoir de doter le superviseur du pouvoir d'assortir certaines mesures administratives d'astreinte. Au niveau national, cela ne devrait pas entraîner de grandes modifications de notre dispositif actuel, puisque pour les établissements de crédit et la plupart des établissements financiers, le montant maximal des sanctions qui peuvent être prononcées par la commission de sanctions est déjà supérieur à ce que prévoit la 6e directive. Et par ailleurs, la commission des sanctions dispose déjà du pouvoir d'assortir certaines mesures prononcées à titre de sanctions d'astreinte. Et enfin, petite parenthèse, à l'heure actuelle, le projet de loi qui est débattu en ce moment, ces jours-ci, devant l'Assemblée nationale de simplification de la vie économique, prévoit de doter la CPR du pouvoir d'assortir ses mises en demeure d'astreinte. Pour répondre à l'objectif d'harmonisation au niveau européen, la 6e directive prévoit donc ce fameux RTS qui devra énoncer, d'une part, des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions, des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions pécuniaires ou appliquer des mesures administratives, et enfin, une méthode pour l'imposition des astreintes. À ce projet de RTS s'ajoutera des orientations qui seront rédigées par l'AMLA également sur les montants de base pour l'imposition des sanctions pécuniaires par rapport au chiffre d'affaires ventilé par type de manquement et par catégorie d'assujettis. Donc le projet de RTS qui est soumis à consultation aujourd'hui reprend le plan du mandat. S'agissant des indicateurs et des critères qui figurent dans le projet de RTS, ces derniers sont largement inspirés de textes déjà existants, à savoir le RTS sur la base de données en matière de LCBFT qui est tenu par l'ABE, donc qui prévoit dans son article 3 des critères pour déterminer le caractère significatif d'une défaillance, mais aussi de critères qui figurent en annexe du rapport conjoint des autorités européennes de supervision sur le retrait d'autorisation en cas de manquement grave en matière de LCBFT. Ces deux textes sont visés dans le papier de consultation et donc vous disposez des liens, vous pouvez les consulter. Le principal apport de ce projet de RTS est la création d'une classification de catégories d'infractions, donc en 4 catégories en fonction de la gravité de celle-ci. Cela devrait permettre une meilleure compréhension de ce qu'est une infraction grave, répétée ou systématique au sens de la directive, puisque les infractions qui seraient classées en catégorie 3 ou 4 devraient être considérées comme telles, étant ici rappelé que la directive prévoit qu'en cas d'infraction grave, répétée ou systématique, il doit y avoir une sanction pécuniaire. Pour les critères à prendre en considération pour appliquer les mesures administratives, le projet de RTS a fait le choix de se contenter de viser des critères pour 3 mesures administratives seulement, qui sont les mesures administratives les plus lourdes, à savoir la restriction ou limitation de l'activité économique des opérations ou du réseau des établissements ou la cessation d'activité, le retrait ou la suspension de l'agrément et le changement dans la structure de gouvernance. Il convient de souligner que le projet de RTS a tenté d'accorder une attention particulière aux personnes physiques qui ne sont pas des entités assujetties, mais qui exercent des fonctions au sein de personnes morales assujetties.
parce qu'il est ressorti de la table ronde organisée par l'ABE en octobre dernier avec les associations professionnelles européennes qu'il était important de cibler davantage les personnes responsables des manquements au sein des entités assujetties pour apporter une meilleure réponse, une réponse plus efficace en fait à certains manquements. S'agissant de la méthodologie pour prononcer les astreintes, celle-ci reprend des grands principes qui sont déjà dans notre droit actuel, à savoir le principe du contradictoire, le droit d'être entendu. De manière plus précise, le projet de RTS fixe un délai de 5 ans pour la collecte des astreintes à compter du prononcé de la décision définitive, fixant le montant définitif de celle-ci. Enfin, il convient de souligner qu'il a laissé une assez grande marge d'appréciation au superviseur, comme indiqué au considérant 2 du projet de RTS, afin qu'il puisse prendre en compte tout élément de contexte spécifique et ainsi apporter la meilleure réponse à chaque infraction. Cela se traduit concrètement par le fait que les listes, comme la classification d'ailleurs, sont non exhaustives. Donc voilà, il y a quand même une marge de manœuvre d'appréciation pour les superviseurs. Les questions posées par l'ABE dans le cadre de cette consultation sont d'ordre assez général. J'attire votre attention sur 2 questions peut-être un peu plus spécifiques. D'une part, l'ABE s'interroge de savoir s'il faut davantage détailler le critère de la solidité financière, qui est un critère à prendre en considération pour déterminer le montant de la sanction pécuniaire. Et d'autre part, s'il faut détailler davantage les indicateurs et les critères qui doivent être appliqués aux personnes physiques qui ne sont pas des entités assujetties, mais qui exercent des responsabilités au sein des personnes morales assujetties. Beaucoup à tous pour ces présentations, je pense très, très claires et qui sont censées vous aider à bien comprendre à la fois le contenu des projets, les enjeux, et puis à vous aider dans la contribution aux consultations publiques. Avant peut-être de passer aux questions-réponses, simplement vous rappeler donc que ces RTS, ça a été dit plusieurs fois, s'applique en général à l'ensemble des établissements qui sont contrôlés par la CPR, qui seront contraignants. Nous ne sommes pas sur du droit souple et qui n'auront pas besoin de transposition nationale. C'est donc évidemment maintenant le bon moment pour pouvoir contribuer, faire passer vos propositions avec des éléments les plus factuels et les plus chiffrés possibles. Je pense que c'est important pour la qualité de la consultation. Et puis évidemment, là, on a parlé des 4 premiers RTS. Pour les autres, nous n'organisons pas nécessairement un webinaire comme celui-ci, mais vos représentants, donc les associations, les fédérations professionnelles, seront évidemment toujours tenus au courant dans le cadre de la commission consultative lutte anti-blanchiment qui est organisée à la CPR. Commencer les questions? Oui, bonjour. Donc, concernant le RTS lié au profil de risque, il y a toute une série de questions qui concernent d'abord la collecte de données et donc les échéances qui vont être appliquées à cette collecte de données. Ensuite, il y a aussi la question de l'articulation entre les remises LCBFT actuelles françaises et les remises qui vont être imposées dans le cadre de la mise en œuvre du RTS. Et aussi donc leur articulation, donc le maintien des remises précédentes et le périmètre de ces remises aussi. Quelles sont les entités couvertes, les têtes de groupe, les types d'activités. C'est une réponse à 2 voix, Stéphane et Morgane. Oui, donc merci pour effectivement cette question. Donc, en termes de chronologie, donc c'est le règlement soumis à consultation jusqu'au 6 juin sera ensuite transmis en octobre par le BA. La réponse à la consultation de la commission. Et donc, l'idée, c'est que ça puisse être adopté en fin d'année, en début d'année prochaine. La première collecte de cette information, ça sera donc en 2027. Donc, on espère qu'il y ait de l'ordre d'un an, peut-être un peu moins, entre la finalisation de ces textes et le moment de la collecte. Donc, je sais, Morgane, préciser s'il y a quelques éléments de timing aussi dans ces règlements. Mais voilà, c'est un petit peu l'horizon de temps. Donc, ce n'est pas
immédiat. Ensuite, l'articulation avec nos propres collectes. Comme l'a dit Morgane, ça a vocation à se substituer en partie à ce qu'on collecte. Donc bien sûr, pour les données quasi identiques, on ne va pas faire 2 collectes différentes. On verra ensuite, hein, en fonction du texte final, comment adapter nos propres collectes. En revanche, il est possible que certaines informations, on en a encore besoin à des fins de supervision, indépendamment de cette évaluation des risques. C'est une discussion qu'on aura, notamment avec la commission consultative LCBFT, hein, sur ces éléments. Il se peut par exemple, hein, que si des domaines comme l'importance d'une activité qui parfois détermine le caractère du contrôle, on a besoin de collecte. Certains reportings peuvent être aussi nécessaires, comme les correspondants TRACFIN, comme les problèmes en matière de complétude des messages de paiement. Alors, il y a un certain nombre de collectes qui sont tout à fait indépendantes de l'évaluation des risques et qui ont vocation à continuer. De la manière que la CPR collecte des informations sur le contrôle interne, par exemple le RACI, rapport du contrôle interne, et à chercher dans le dernier QLB à standardiser un petit peu les informations sur le contrôle interne, et la CPR continuera à avoir besoin d'un certain nombre d'informations. Je pense que j'ai couvert l'essentiel. Je sais pas, Morgane, si peut-être d'autres éléments sur la... Non, pas nécessairement plus qu'indiqué par Stéphane. L'idée, c'était effectivement une collecte de données potentiellement sur l'exercice 2026. Nous avons bien en tête que la mise en place de nouvelles collectes peut entraîner un coût auprès des établissements en termes de mise en place de scénarios pour la collecte. C'est pour ça que nous essayons aussi d'utiliser le biais de la commission consultative LCBFT pour tenir informés les fédérations professionnelles et engager aussi ce travail de collecte à venir avec la classe. 2026, effectivement, une collecte début 2027 sur les données 2026. Hein, ce serait l'idée de première application de ce texte. Collecte des données, il y a une question aussi sur le format de la remise de ces données. Question assez technique. Sur le format de la collecte des données, comme indiqué, ce sont essentiellement des données statistiques. Le mandat du Call for Advice de la Commission européenne ne précise pas, ne va pas jusqu'à imposer un modèle de collecte des données. Il faut s'attendre quand même à un format de reporting plutôt similaire au QLB qu'on a actuellement, avec évidemment l'intégration de taxonomie adéquate pour la collecte des données. Mais ça encore, ce sont des discussions qu'il faudra avoir lorsque nous aurons le RTS définitif en main. Sauf erreur, une question qui se pose bien sûr, c'est collecte par les superviseurs ou outils de collecte aussi coordonnés par l'AMLA, ce qui est de mémoire une possibilité offerte, hein, par le règlement sur l'AMLA, hein, qui pourrait aussi envisager un outil harmonisé de collecte. Voilà, ces discussions n'ont pas encore eu lieu. Hein. L'AMLA vient d'être créée, elle a eu un staff d'une 20aine de personnes, un comité exécutif qui sera effectivement confirmé sans doute début juin. Donc voilà, c'est des décisions qui ne sont pas encore prises. Les questions sont moins nombreuses sur la méthode de sélection d'identité sous supervision directe. Néanmoins, il y en a deux. L'une porte sur les critères qui ont été énoncés en début de slide, à savoir si ces critères sont cumulatifs. Je vais me replacer sur le slide. Question. Voilà, effectivement, hein, c'est au début de slide, comme je dis, il y a deux types de critères qui sont effectivement cumulatifs pour être sur supervision directe, c'est-à-dire être éligible, être actif dans 6 États membres, mais le fait d'être éligible, comme on l'a dit, déclenche quand même la contribution à l'AMLA, au financement de l'AMLA. Et pour être sélectionné, il y a aussi ce profil de risque élevé. Il y a aussi une petite note de bas de page qui explique un petit peu que l'idée d'avoir 40 entités, vous avez vu que la gradation des notes est plutôt en 4 crans. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait plus de 40 entités. Donc il y a différents mécanismes.
Déjà, il est possible que l'AMLA choisisse plus que 40. Il y a une certaine flexibilité. Si l'AMLA juge avoir suffisamment de moyens pour en superviser plus que 40, il peut y en avoir plus. Et puis après, il y a différents critères par ordre de priorité qui s'appliquent, qui de mémoire vont notamment tenir compte de la présence d'un plus grand nombre d'États membres et aussi des flux transfrontaliers. Il y a, je crois, les deux grandes notions qui vont jouer si l'AMLA estime qu'il y a eu donc plus d'entités à risque élevé que les capacités de supervision, donc plus de 40. Et l'autre question sur ce RTS est portée plutôt sur les modalités de pondération et savoir si elles seront communiquées à la place ou si ça restera au niveau de l'AMLA. Effectivement, le détail des pondérations, ça sera des éléments qui seront fixés par l'AMLA, qui sont internes, effectivement. Donc ce règlement détermine les grandes lignes, mais le modèle exact ne sera pas public. Voilà, ça permet aussi, enfin, ce qui est aussi évident, c'est qu'il y a un aspect relatif et que donc les seuils, les différentes notes vont dépendre de la situation relative des différents établissements. Donc, il n'est pas possible de fixer de tels éléments à l'avance. C'est des éléments qui vont dépendre de chaque collecte et dont vont être déterminés au fil de l'eau en fonction des évaluations par l'AMLA. On va passer au RTS sur la vérification d'identité. Là, les questions ont été un peu plus nombreuses. La première, c'est assez général, qui est beaucoup revenu. Est-ce que les établissements doivent comprendre que l'intégralité du stock de leurs clients devra être revu, révisé d'ici 2032? Oui, alors c'est bien ça. En fait, le mécanisme qui est mis en place par le RTS, c'est une période transitoire qui permettra l'actualisation au fil de l'eau du stock par l'application des cycles d'actualisation mis en œuvre par les établissements qui sont, donc, selon le règlement AML, qui doivent être inférieurs à 5 ans, enfin, de 5 ans maximum, pardon. Et donc, tu as ajouté un complément, il s'agit bien de l'ensemble des établissements qui sont contrôlés, donc on parle de cette mise à jour, aussi bien pour le secteur bancaire que pour le secteur des assurances. Une autre question, enfin un autre point qui est quand même beaucoup revenu est relatif à l'identification à distance. Donc peut-être tout d'abord repréciser le point et ensuite on a des questions un peu plus précises s'agissant de l'articulation avec le cadre législatif français sur l'entrée en relation à distance. Est-ce que le contenu du RTS supprimera le cadre existant? Est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Eh ben, oui, enfin, il est d'application directe et il s'y substituera à sa date d'entrée en vigueur, oui. C'est peut-être un commentaire général, mais je te laisserai compléter, Émilie. Il y aura un travail de transposition du paquet AML et notamment beaucoup de transpositions négatives, c'est-à-dire retirer du droit français actuel des choses qui seront demain éditées par la réglementation européenne. Oui, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a effectivement un travail de transposition positive de la directive, mais pour tout ce qui est règlement, y compris les RTS et ITS, mais même si on n'y est pas encore, effectivement, il faudra faire un toilettage et c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon la transposition négative. Donc, je répète ce que tu viens de dire. C'est aussi donc une raison d'insister sur l'importance de la consultation s'il y a des éléments que vous jugez peu clairs, pas applicables, peu faisables. Voilà, c'est le moment de le dire. Ce n'est pas à cette phase de transposition négative. Voilà, nous serons liés, les autorités françaises seront liées et il ne sera plus le moment de faire des ajustements. Si vous pensez qu'il y a des points peu clairs ou améliorés, c'est le moment ou jamais de les souligner. Alors, pour certains, ils dépendent des textes de niveau 1 déjà adoptés. Là, la marge de manœuvre est limitée, mais dans la mesure où il y a marge d'interprétation, des précisions apportées par ces textes de niveau 2, c'est cette consultation qui est donc très importante.
Oui, j'enfonce le clou par rapport à ce que Stéphane vient de dire. Dans le cadre d'une transposition d'une directive, on a, nous, États nationaux, enfin, niveau national, pardon, une certaine latitude dans la transposition, encore une fois, de la réglementation européenne. Dès lors qu'il s'agit de règlement, cette latitude, on la perd. On est censé appliquer les règlements tels quels. Et vous le savez sans doute, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est bien la conclusion du post-mortem de la commission à la fin des années 2010, début des années 2020, de considérer que précisément les différentes transpositions nationales des directives étaient suffisamment éloignées les unes des autres, plus ou moins précises, que la décision était prise de prendre un règlement cette fois-ci. Donc c'est tout à fait on purpose. Toujours sur la vérification d'identité. Donc, on voit que le RTS demande de recueillir le numéro de carte d'identité des bénéficiaires effectifs. Et donc, on avait des questions sur l'articulation de cette obligation avec la vérification d'identité par tout moyen. Ça me pose une réponse, c'est-à-dire que la possibilité de collecter l'identité par tout moyen ou de vérifier l'identité par tout moyen qui est aujourd'hui dans le droit français disparaîtra avec l'entrée en vigueur du règlement et on devra appliquer l'une des deux mesures qui ont été présentées par Simon. Pour revenir sur le RTS de profil de risque, effectivement, les questions récurrentes qui concernaient le périmètre portaient précisément sur les entités qui allaient être soumises à cette évaluation du profil de risque. Donc, comme je disais, soit en termes de secteur d'activité, notamment par exemple les assurances non-vie. Après aussi en termes de statut, est-ce que les succursales françaises sont soumises? Et il y avait aussi une question sur les groupes, comment ça se passe pour les têtes de groupe et comment ça se passe pour les entités de pays tiers incluses à un groupe. Le temps qu'on choisisse qui va répondre, je réponds déjà sur l'assurance non-vie. Donc l'assurance non-vie est assujettie en France, elle n'est pas couverte par la directive. Donc les remises, le champ, etc., qui sont prévus dans les RTS qu'on vient de vous présenter et dans les textes de niveau 1, ne couvrent pas l'assurance non-vie. Donc l'assurance non-vie, elle, restera sous un régime national. Pour la suite. Ce qui signifie que comme on n'a actuellement pas de questionnaire, enfin, outre les remises des déclarants, mais pas de questionnaire sur l'assurance non-vie, ça va rester probablement comme ça, il n'y a pas de changement prévu. Après, sur les groupes, comme je l'ai indiqué, il y a bien une évaluation qui aura lieu au niveau des groupes pour la sélection de la supervision directe AMLA, mais cela sera avant tout le résultat d'une agrégation des notes individuelles. Donc, comme le questionnaire actuel français, cette collecte va avoir lieu au niveau individuel. Après, la répartition des compétences, donc les succursales vont continuer à être supervisées au niveau national et évaluées voilà, dans ce cadre. Autrement dit, la CPR continuera à évaluer selon la fréquence prévue. Hein. Il y a peut y avoir des variations, bien sûr, ça peut être tous les 3 ans dans certains cas, si les critères sont remplis. Mais il y aura bien cette évaluation faite par les succursales. Il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Merci pour cette réponse. Il y a une question aussi qui est arrivée sur le RTS relatif aux sanctions et qui concerne les rapports entre l'AMLA et le parquet national financier. Donc, comment vont se faire les liens entre l'AMLA et le parquet national financier? Alors, je ne sais pas si c'est véritablement lié au RTS sanctions. Là, c'est plus la coopération entre autorités qui est organisée par la directive. Il y a effectivement des possibilités de coopération qui sont prévues. Donc, qui ne changent pas tellement par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que nous aurons la possibilité, voire même le devoir, d'informer le parquet de la découverte d'éventuels manquements qui pourraient être caractérisés pénalement.
Et inversement, le parquet peut nous solliciter dans le cadre de réquisition judiciaire pour un certain nombre d'informations. J'ajouterais juste que un des indicateurs relatifs à la gravité des manquements, c'est si le manquement a permis la commission d'une infraction. Donc si on a été informé que voilà, une activité criminelle a pu être menée du fait d'un défaut de vigilance d'un établissement de crédit ou financier. Mais cette question était arrivée à ce moment-là, c'est pour ça que je me suis permis de faire le lien avec. Il n'y avait pas d'autres questions à notre connaissance. Bien. Merci donc à tous, merci à nos participants qui ont fait ces explications très claires sur les 4 RTS. Donc merci à tous. Donc je vous rappelle les slides que vous avez vus et puis le replay seront envoyés à toutes les personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire. Et puis je vous invite à aller regarder les textes qui sont en consultation et puis évidemment d'y répondre. Merci à tous.